Bien, bonsoir à toutes et à tous. Donc ce soir, troisième numéro de la chronique des barbaries, avec pas mal de choses au programme. Donc nous allons voir ça dès maintenant. Donc ce soir, bien comme à l'accoutumée, nous allons faire une revue de l'état de la situation du Covid-19, puisque c'est une barbarie récurrente malheureusement. Revenir sur la définition de la barbarie, je vais le faire dans plusieurs émissions pour que ce soit bien intégré, c'est important de l'avoir en tête. Après ça, nous allons voir le 14 juillet, donc avec une des barbaries qui devient coutumière depuis quelques décennies maintenant. Des voitures brûlées et autres choses comme ça. Nous allons évoquer une autre barbarie, qui est la puissance des gangs, qui est dès à présent très, très prégnante, et plus on plongera dans la barbarie, plus ce sera des contre-pouvoirs, des pouvoirs locaux qui se développeront. Enfin, nous irons, avant de terminer, sur la notion de multiculturalisme en un premier survol, je dirais. Et puis nous finirons, comme à l'accoutumée, par un hommage à des victimes des barbaries. Voilà pour le programme de ce soir, un peu chargé, nous allons voir, j'espère que ça ne va pas prendre trop de temps. Donc voilà de retour. Donc la citation à méditer pour aujourd'hui. Un homme qui prend ses responsabilités est celui qui, froidement, a tout pesé, tout examiné, qui a vu les risques, qui ayant fait le rapport des risques et du résultat, a jugé que le résultat valait le risque et au-delà, et qui, alors, a décidé de marcher. Voilà bien la maxime que je vous propose, je dirais dans mon sillage, puisque c'est vraiment ce qui m'habite aujourd'hui et maintenant, c'est d'aller dans cette voie en ayant tout pesé, en se disant il y a effectivement des risques, mais ce qui nous attend est tellement terrifiant, terrible pour nous, mais surtout pour nos enfants et petits-enfants, pour les générations futures. Eh bien, tout peser, eh bien, il faut s'engager, malgré les risques. Ceux qui rejoignent l'initiative Une Perspective, la 6ème République, se sont décidés à marcher. Voilà. Alors, Covid-19 pour commencer, chronique récurrente de ces émissions. Donc toujours pareil, donc toujours 188 pays, toujours la même source, le Johns Hopkins University. Et la dernière mise à jour, je l'ai faite ce matin à 8h30. Donc nous sommes à bientôt 14 millions de cas confirmés. Je veux dire, dans la réalité, il y en a certainement plus que ça. Et voici la courbe. La courbe, pareil, je regarde à l'échelle mondiale de ce qui se passe. On voit que la courbe, elle continue, et la pente est sans cesse plus raide. Donc ça veut dire que l'épidémie se développe et continue de se développer de manière, je ne sais pas si on peut dire exponentielle, mais voilà, ça ressemble plus à une parabole pour l'instant que peut-être qu'il y a une exponentielle, mais bon, la courbe est quand même bien pentue.
En tout cas, elle n'amorce aucun plateau, aucune inflexion. Donc le nombre de morts, 589 990 à ce matin, pour un nombre de guéris de 7 718 606. Donc à partir de là, moi je calcule une métrique qui est le taux de mortalité, hein, donc qui s'établit là désormais à 7,1%. Hein, comme je disais, c'est un chiffre qui est un majorant, c'est-à-dire que c'est au-dessus de la réalité, mais plus on avance dans le temps, plus il va être proche de la réalité. Donc on s'aperçoit effectivement que là on converge. Il y a 3 semaines on était à 9%, 8%, 7,5% la semaine dernière. Là on est à 7,1%. Voilà. Normalement on devrait converger vers le taux de mortalité réel, hein, puisque là on a du mal à le mesurer, puisqu'on est toujours dans une phase active. Et bon, après on pourra avoir d'autres méthodes statistiques, mais le problème c'est que toutes choses ne sont pas égales par ailleurs sur toute la planète, le régime de soins, etc. etc. Voilà, ça donne une idée de la situation. Et de là on, hein, je vous rappelle, aux États-Unis, en période de soins suivis correctement, hein, c'est-à-dire avant l'explosion qu'on est en train de voir aux États-Unis, une nouvelle explosion des cas, on était à 1% de mortalité. Donc, c'est pour donner, donc, quelque part c'est un plancher, hein, puisque on peut estimer que le système américain n'est pas des plus mauvais quand même en termes de système de santé malgré tout. Et donc, il y a peu de pays qui descendront en dessous de 1% de toute façon. Donc, la réalité se trouve entre ce chiffre de 7,1% et les 1%. Pour ce qui nous concerne, en tout cas. Alors, après cela, donc, revenons sur la définition de la barbarie que j'ai donnée la semaine dernière et que je vais redonner aujourd'hui. Donc, la barbarie, la définition que nous en donnons à une perspective de la 6ème République, c'est l'ensemble des agissements nuisant gravement aux besoins du corps et de l'âme humaine. Donc, ceci s'inspire directement des travaux de Simone Weil, évidemment, et donc avec un certain nombre d'autres apports, comme elle n'a pas énuméré beaucoup de besoins du corps, ceux qu'on a énumérés dans l'émission du mercredi 6 mai, et également l'apport, je dirais, de Michel Clouscar, qui, excusez-moi, j'ai pas éteint mon portable, je vais le faire immédiatement. Voilà. Donc par rapport au travail, hein, qui est aussi un besoin de l'âme important dans nos sociétés humaines. Alors, premier sujet non récurrent, je dirais, les voitures brûlées à l'occasion du 14 juillet. Bon, c'était là, donc c'est l'événement le plus récent, mais il y en a aussi au jour de l'an, malheureusement. Donc, en tant que tel, on ne peut pas dire que ça touche, que si on le rapporte à la définition qu'on vient de donner, ça ne touche pas directement aux besoins du corps et de l'âme. Quand il y a une voiture qui est brûlée, nous ne sommes pas directement atteints. Mais, par exemple, Simone Weil donne cet exemple. Elle dit, si on détruit du blé, par exemple, ce n'est pas tellement le fait de détruire du blé qui est une atteinte à l'homme. Bon, on détruit du blé, c'est une plante, voilà. Bon. C'est dommage pour la plante, mais c'est pas en tant que blé que c'est gênant de détruire le blé, c'est en tant que nourriture humaine. Parce qu'en ayant détruit du blé, en fait, on a détruit une nourriture humaine. Et là, on peut faire un parallèle, alors, même si c'est plus grave évidemment pour la nourriture, puisque là, ça atteint directement notre vie immédiate. Là, on atteint un moyen de transport, et le plus souvent un moyen de transport de gens qui ont déjà peu de moyens. Donc de gens qui vont se retrouver pas forcément assurés pour le vol, et même pour l'incendie, et même s'ils sont assurés pour l'incendie, de toute façon, généralement, ça ne couvre pas la valeur d'usage du véhicule en question, et donc peut-être ils vont se retrouver à devoir aller à pied, à racheter, à se priver d'autres choses pour pouvoir acheter une voiture, ou,
etc., etc. Donc, c'est une atteinte quand même indirecte aux besoins du corps et de l'âme de chacun. Mais au-delà de ça, on sent bien aussi que pour faire société, pour que nous soyons ensemble je dirais dans l'harmonie, si on peut l'espérer, bah, il est clair qu'on attaque quelque chose, un bien de quelqu'un d'autre. Dans les besoins de l'âme, il y a aussi le besoin de la propriété privée, et de la propriété privée au moins de ce qui est son environnement immédiat, c'est-à-dire son habillement. Et aujourd'hui, le véhicule est devenu une extension de l'habitation quand même. Donc ça touche quand même directement de cette façon-là aussi les humains. Et on sent bien qu'une société où gratuitement, c'est-à-dire sans aucun objectif réel, autre que propager de la barbarie quelque part, eh bien on détruit quelqu'un d'autre qui est dans une mauvaise situation, ça sera encore pour s'attaquer à je ne sais quoi, à essayer de changer le pouvoir ou quelque chose, mais là c'est purement gratuit. Donc en soi c'est vraiment une barbarie, c'est ignoble de faire ce genre de choses. Ça montre une valeur morale complètement mauvaise, basse. Alors, qui plus est, le nombre maintenant de véhicules brûlés n'est plus communiqué pour éviter la surenchère. C'est-à-dire quelque part, c'est un signe que l'État a renoncé, donc l'État qui représente la nation, hein, que l'État a renoncé en définitive à faire quelque chose, ou à faire quoi que ce soit, bon, hormis peut-être arrêter quelques loustiques qui font ça. Voilà, c'est un signe de renoncement de l'État. Nous allons le voir dans un autre plus tard sur les gangs. On verra que ça participe de la même chose. Donc c'est une régression de la société en tant que telle, puisque c'est un renoncement de faire société dont l'organe est l'État. Donc ça détruit la société, c'est clair. Alors, autre chose, quelques exemples malgré tout, puisqu'on n'a pas de chiffres. À Nanterre, un bus de la RATP et un gymnase, voilà, un gymnase, ont été incendiés et détruits totalement. Je ne vois pas comment on peut se réjouir de ça, et comment on peut se dire qu'on ne va pas vers la barbarie, nier le fait d'aller vers la barbarie, comme j'ai eu des commentaires sur le blog, sur Facebook cette semaine, sur la dernière émission. Comment peut-on être aveugle à ce point de ne pas considérer ça et voir cela comme une barbarie, de détruire des équipements collectifs comme ça, un gymnase, où des enfants vont pouvoir jouer au basket, au hand, etc. Et nier cette réalité. Il faut sortir des Viennes-Lunes, vraiment. Plus grave, un sapeur-pompier a été blessé par balle. C'est-à-dire qu'il y a des voitures qui brûlaient à Étampes, donc suite à ce que des individus ont mis le feu, et un sapeur-pompier a été blessé. Bon, heureusement, il a été que blessé, hein, enfin, il était quand même blessé par balle, c'est-à-dire on a tiré dessus, au mollet, donc pendant l'intervention. Ça c'est vraiment une barbarie, c'est une atteinte à sa vie, puisque bah, il a pris au mollet, mais peut-être il aurait pu le prendre ailleurs dans le corps et en mourir. On a attaqué son intégrité physique, de toute façon. Peut-on nier que l'on va vers la barbarie quand on a ce genre de choses, de faits qui se produisent? Des sapeurs-pompiers, c'est pas des représentants de l'État au sens répressif, c'est des gens qui sauvent des vies. Enfin, méditez quand même. Les gens qui critiquent cette définition de la barbarie, méditez à cette situation. Vous voulez que ça continue comme cela? Vous pensez qu'on va dans la bonne direction? Paris 14e. Alors là, c'est un témoignage. Donc toujours aux alentours du 14 juillet. Hein. On a été réveillé cette nuit, comme toutes les nuits, depuis plus de 15 jours. On n'en peut plus.
ce sont des bruits d'explosion, des fusées d'artifice qui frôlent nos fenêtres, un sentiment de danger, d'impuissance et d'impunité. Là, c'est le besoin de sécurité qui est un besoin, là aussi, un besoin du corps et de l'âme. Le besoin de sécurité pour des gens qui sont chez eux, quoi. Là, qui parle, c'est Emmanuel Compin, donc le président de l'association dans le 14e, syndicat lead les Olympiades, c'est les immeubles privés. D'ailleurs, quand j'étais sur Paris, mon dentiste exerçait dans ces immeubles qui sont des immeubles tout à fait ordinaires, hein, tout à fait simples. Enfin, voilà, c'est des immeubles standards, je dirais. Hein. Voilà, donc ces personnages, depuis 15 jours. Voilà la situation de la France aujourd'hui. Tout va bien? Continuons comme ça? Alors, d'où ça vient? Eh bien, ça vient en premier lieu, je dis bien en premier lieu, de la stratégie de promotion des transgressions du libéralisme libertaire, c'est-à-dire du néolibéralisme tel qu'il a été mis en œuvre depuis mai 68 et même avant, et décrit par Michel Clouscar tel qu'on l'a décrit justement la semaine dernière dans la chronique des barbaries du 10 juillet. C'est-à-dire la transgression, c'est ce qu'on a dit, c'est on monte le père contre le fils, la femme contre les hommes, les producteurs contre les consommateurs. Là, en l'occurrence, c'est le père contre le fils. C'est-à-dire qu'on a supprimé l'autorité du père, qui est un producteur. Hein. Tout ça, c'est toujours pour faire pression sur les producteurs. Et cette transgression, au bout de dizaines d'années, aboutit à cette situation. Où, enfin, je ne veux pas dire que c'est apocalyptique, mais enfin, c'est quand même, quand pendant 15 jours, vous recevez, enfin, les gens qui habitent là, ils reçoivent des feux d'artifice, des mortiers, des choses comme ça, toutes les nuits pendant 15 jours. On est où? Et je dis bien en premier lieu ce qui est lié à cette stratégie de transgression du libéralisme libertaire. En premier lieu, justement par ce qu'on a monté les pères, les enfants contre les... Et puis aussi, après, il y a... Ce qui en participe, c'est les divorces aussi, avec des enfants, avec des familles monoparentales, avec des gamins qui font absolument ce qu'ils veulent. Donc on arrive à ça aussi, hein, avec des autorités qui sont diminuées. Donc ça, c'est juste du réel. Hein. Même pas, je suis même dans le factuel, quoi. Je suis même pas à aucun moment dans le jugement de valeur. C'est juste des conséquences. Je déroule juste les conséquences. Et qu'on ne vienne pas de me dire que c'est simplement une question de misère, parce que de la misère, il y en a eu avant. Malheureusement, il y en a encore aujourd'hui. Et puis il y a d'autres zones où il y a aussi de la misère, notamment dans les campagnes ou autres, où vous n'avez pas ce genre de transgression. Et puis, si vous remontez à un certain nombre d'années en arrière, il y avait au moins autant de misère, sinon plus. Et il n'y avait pas ce genre de choses où on s'attaquait à son voisin proche, juste pour le terroriser en définitive. C'est créer une ambiance de terreur. Vous voyez la différence? C'est-à-dire on ne s'attaque pas dans un but précis, on est juste dans le terrorisme au sens propre, le terrorisme vraiment collectif, là, sur une zone, sur un lieu, sur un territoire. Et on en vient peut-être à la deuxième partie de cette deuxième sujet non récurrent des chroniques des barbaries, la puissance des gangs en France. Parce qu'en fait, quelque part, c'est un peu lié quand même. Hein. On a le territoire qui est bien délimité, et ça participe du fait que la nation, du coup, perd son territoire, puisque la nation, c'est un peuple sur un territoire. Eh bien, ce sont des zones qui, du coup, échappent au territoire. Ça, c'est des germes de guerre civile, mais qui sont d'une évidence totale. Il suffit d'énoncer ce que je viens de dire pour comprendre que c'est des situations qui mènent à des guerres civiles, obligatoirement. Obligatoirement. Donc, continuer de se cacher les yeux, de se dire « Oh non, 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 tout ça, ça n'existe pas. C'est des pauvres malheureux, etc. » Non, il faut chercher les vraies causes. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des causes de misère, hein, mais il n'y a pas que ces causes-là. Hein, parce que sinon, on se culte une partie de la réalité. Et moi, je ne suis pas là pour m'occulter une partie de la réalité. Aucune. Hein. Le but, c'est de réussir à faire un espoir et à pouvoir s'en sortir. Donc, ça commence par ne pas se mentir et à regarder la réalité telle qu'elle est. Ni plus noire, ni plus blanche, ni plus grise.
telle qu'elle est. Alors, je vais vous une deuxième citation de quelqu'un là qui dit: comme au Brésil, en Colombie ou au Venezuela, leur puissance des caïds est telle dans l'Hexagone que si ce n'est pas encore le cas, l'État devra incessamment négocier avec ces guérillas localisées pour se maintenir au pouvoir. Qui dit ça? Gérard Pandelon, avocat pénaliste. Quelqu'un qui connaît bien le sujet, puisque il vient d'écrire un livre, La France des caïds, et en fait c'est un avocat qui est spécialisé justement dans la défense des dits caïds. Hein, ce n'est pas le seul avocat ni son seul secteur d'activité, mais visiblement il exerce principalement, enfin il le dit lui-même, hein, il le dit lui-même notamment dans une interview qu'il a donnée sur Sputnik. Donc là, vous avez l'URL YouTube de cette vidéo, elle est vraiment très très instructive. Quelqu'un qui connaît parfaitement ce milieu-là, qui connaît très très bien les choses, qui explique par exemple que les flics n'iront pas là, parce que qui explique ce que disait Pasqua à l'époque, etc. Il y a plein de choses. C'est vraiment, je vous invite à voir cette vidéo ou à lire ce livre, hein, les deux sont complémentaires. Mais voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons. C'est aujourd'hui, ça, c'est pas, son livre, c'est 2020, hein. Et il sait de quoi il parle. Il côtoie ces gens-là, il les connaît personnellement. Ils disent, mais ils vont pas venir. Ils vont pas venir parce qu'ils vont prendre cher. Parce que face à des gilets jaunes, ils ont déjà du mal, mais nous, avec des calaches, ils iront pas. Il explique notamment, mais les flics, ils vont pas aller. Eux, le flic, il a qu'une seule envie, c'est de rentrer chez lui le soir. Il n'a pas envie de se faire dégommer. Ça serait de véritables opérations militaires si on voulait reprendre le contrôle. Donc il faut réfléchir aussi à ça. Hein. Voilà la situation actuelle. C'est-à-dire qu'on retourne quelque part au Moyen-Âge où, entre les châteaux, eh bien, vous avez les zones hors château, où est-ce que si vous allez à l'extérieur, eh bien, vous ne pouvez pas, c'est ce qu'on appelait les brigands de grand chemin. Hein. Vous connaissez cette expression. Eh bien, nous retournons au Moyen-Âge. Voilà ce que l'idéologie libérale libertaire, c'est à ça que ça aboutit. Hein. Ce qui se passe dans les pays, bah, il les a cités, hein, je cite ce qu'il a dit. Donc c'est pas pour dire simplement que c'est pas moi qui le dis. Donc ces négociations et autres accommodements avec les mafias, parce que ça ce sont les mafias, et ça existe déjà, c'est déjà le cas au niveau local. C'est-à-dire que là, il parle de l'État, c'est-à-dire qu'il parle de l'État central, mais c'est notamment ce que révèle alors je vais essayer de prononcer son nom, Zvestel, donc dans ce qu'elle appelle Le maire et les barbares, Albin Michel, 2020, donc où elle explique justement la collusion, l'achat de la paix sociale, etc., et comment ça se passe entre les mafias locales et les maires pour pactiser avec le crime. Nous en sommes là, aujourd'hui, au niveau local, alors, pas partout heureusement, puisqu'il y a des villes, heureusement, qui sont en périphérie, enfin en grande périphérie, à la campagne, etc., qui ne sont pas dans ce cas-là. Mais dans pas mal d'endroits, ça se passe comme ça. Voilà, donc on m'a suggéré ce livre aujourd'hui, hein, c'est un de mes amis qui m'a envoyé ça, je ne m'attendais pas, j'avais déjà préparé l'émission d'aujourd'hui, et il m'a envoyé ça en me disant, mais tiens, regarde ce livre aussi, alors je ne l'ai pas lu, je ne le connais pas, mais voilà, il y a des élus politiques de premier plan hein, dedans, hein, de premier plan. Voilà la situation actuelle, et ça ne va pas aller en s'améliorant. Il est temps de réagir. 2022 est la dernière échéance. Déjà, il est bien tard. Mais 2022, c'est la dernière échéance. D'ailleurs, on peut se demander la raison de la complaisance de certains candidats à l'échelon national et européen par rapport justement à toutes ces mouvances, je dirais. Je vous laisse réfléchir, je vais accuser personne. Hein.
Mais réfléchissez à qui défend ces gens, qui dit toujours qu'il faut faire de l'accommodement, etc. Qui le finance, ces gens-là? Je ne cite aucun nom. Mais si vous réfléchissez, vous allez vite trouver les organisations qui certainement profitent de cette situation. Cette situation n'est pas durable. Parce que, au fond, c'est quoi l'initiative, une perspective de la 6ème République? C'est d'être durable. On n'est pas dans l'écologie, etc. C'est d'être durable dans toutes les dimensions. Dans les dimensions écologiques, certes, mais aussi dans toutes les dimensions, dans les ambitions sociales et individuelles également. C'est de créer un espoir justement pour être durable, pour que l'humanité, la France en premier lieu, trouve un chemin, une sortie la plus pacifique possible, la moins pénalisante possible, compte tenu de la situation actuelle, qui est quand même critique, d'ores et déjà critique, pour justement qu'on ait un avenir durable. Mais la situation telle qu'elle est là, elle n'est pas durable. Parce que ça, c'est une destruction de la société, c'est une destruction de la nation, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Vous avez des territoires qui partent, bien, c'est des germes de guerre civile, avec des gens qui sont armés, mais avec des vraies armes, et des relais internationaux. Il ne faut pas croire que ça se fait, il y a des relais, bon, on connaît le Kosovo, la Bosnie-Herzégovine, il n'y a pas que ça. Renseignez-vous, vous verrez que les services américains, c'est officiel, c'est pas de la théorie du complot, vous pouvez vérifier, c'est officiel. Les services américains promeuvent justement le développement de minorités, de communautarisme en définitive. C'est le modèle américain. Tout ça nous mène à la barbarie. C'en est déjà une, mais qui ne peut que croître. Si on ne réagit pas, si on ne fait pas ce qu'il faut, alors il ne faut pas le faire n'importe comment, parce que c'est clair qu'il faut abandonner les vieilles lunes, donc le prêt-à-penser des années 70, 80, etc. Il faut jeter ça, il faut arrêter avec ça, vous êtes hors du monde, hors du réel. Je pense à la personne qui discutait avec moi, là, qui m'a traité d'extrême droite, etc. Enfin, hallucinant, quoi. Réactionnaire, etc. L'initiative, une perspective, la 6ème République est tout sauf réactionnaire. Il n'est pas question de revenir en arrière. Le retour en arrière, ça n'existe pas. C'est ces gens-là qui sont dans les vieilles lunes, justement, qui sont dans une illusion, qui vivent dans le passé. L'idée, c'est de créer un espoir, justement, et de créer un creuset, justement, pour en sortir de façon pacifique et en associant, justement, tout le monde. Alors, pas dire que ça va se passer qu'avec des fleurs, c'est pas ce que je veux dire, forcément, fatalement, puisque dans une situation comme ça, pour redresser, il y a du travail à faire. Mais on peut y arriver vraiment positivement. On peut y arriver positivement en débouchant, justement, en réinventant la République, sur la base des philosophes dont on a parlé, mais ça c'est l'objet des mercredis d'espoir. Mais ça nécessite de jeter les logiciels antérieurs, ceux qui nous ont menés à la transgression, tous les Deleuze, Foucault, Sartre, tous ces gens-là qui étaient en fait la vitrine pour vendre l'idéologie du désir et le marché du désir de que décrit Michel Clouscar, avec les nouveaux habits d'aujourd'hui, mais toujours avec de la barbarie, puisque le transhumanisme et ce genre de choses, ou la violation de votre vie privée par les données vos données personnelles que l'on exploite et que l'on pille, ça en participe aussi. On en reparlera dans d'autres chroniques. Donc tout ça, il faut abandonner. Il faut regarder devant. Et pour regarder devant, il faut déjà regarder aujourd'hui, sans complaisance, la réalité. Alors, je vais terminer sur, en avant-dernière séquence, je dirais, sur un premier aperçu du multiculturalisme, qui est quelque chose qui n'existe pas. Donc c'est juste un premier aperçu, peut-être on y reviendra dans une autre chronique de façon plus détaillée. C'est déjà pour donner quand même un vernis, puisque ça n'existe pas. Pourquoi ça n'existe pas? C'est juste un fait historique. Ça s'appelle une réalité. C'est-à-dire que ça soit dans les Balkans, au Moyen-Orient, les colonisations,
dans un sens, la colonisation comme la décolonisation. Si vous réfléchissez un petit peu, vous comprenez que le multiculturalisme, ça n'existe pas, ça ne peut pas exister. Sur le long terme, ça ne peut pas exister. Et ça n'existe pas. Dans les faits, c'est un fait. C'est des endroits où il y a toujours des guerres, des massacres, ou alors des villages, ouais, dans les Balkans ou au Moyen-Orient, vous avez le village chrétien, le village machin, le village truc. Et les gens, ils vivent complètement séparés. C'est pas ça. Enfin, vous voyez, ils sont dans un territoire, mais chacun est à part. Israël en est encore un exemple. Mais les colonisations, c'est ça. Israël, qu'est-ce qu'il fait? Il chasse les Palestiniens de l'endroit de la Palestine. Hein. C'est comme ça que ça se passe, dans la réalité. Hein. Si on arrête de se raconter des blablabla, dans la réalité, c'est ça qui se passe. Dans la colonisation et la décolonisation, c'était justement ça aussi. Ça a été, vous avez une colonisation, par exemple celle des États de l'Amérique, où on a massacré tout le monde, et donc là, il n'y a plus que les colons qui se sont installés avec leur culture. Ou en Afrique, par exemple, où il y a eu une colonisation, mais qui n'était pas une colonisation de peuplement pour l'essentiel, et où il y a eu la décolonisation parce qu'on a dit non, nous on préfère garder notre culture, etc. Bon, alors c'est un peu plus complexe parce que les cultures antérieures et la culture nouvelle est plus la même parce que entre deux il y a eu la colonisation qui a créé des pays qui n'existaient pas au préalable. Donc c'est tous les effets. Mais c'est juste simplement pour dire, ça n'existe pas le multiculturalisme. Le massacre du Rwanda, je vais vous prendre encore un autre exemple. Le massacre du Rwanda entre les Tutsis et les Hutus. Ça marche le multiculturalisme? Il faut arrêter de se raconter des histoires. Ça ne marche pas. Historiquement, ça ne marche pas. Ça n'amène qu'à des drames. Vous voulez qu'il y ait encore des drames, des massacres, etc. C'est ça que vous voulez, les multiculturalistes? Il faut arrêter. Hein. Ça ne fait que des troubles. Ça crée du communautarisme, donc je le disais, on le voit en France, etc. Mais on le voit aussi avec des guerres, avec les villages dont je parlais tout à l'heure au Moyen-Orient ou dans les Balkans, etc. C'est aussi, alors, l'impérialisme soft, c'est-à-dire c'est aussi un moyen pour l'impérialisme de se diffuser par ce que je parlais tout à l'heure, justement, des services américains qui diffusent leur modèle par multiculturel de cette façon-là, qui n'est pas vraiment un vrai modèle multiculturel d'ailleurs, hein. Ça vaudrait vraiment le coup d'y regarder de près en réalité. On verra ce qui donnera d'ailleurs à l'avenir ce modèle qui va justement vers du multiculturalisme, mais plus par rapport aux hispaniques qu'aux noirs américains. Dans la réalité, on arrive toujours à une culture qui domine les autres, voilà, qui assimile. En fait. Ça, c'est la réalité. Après, vous pouvez vous raconter des histoires. La réalité, elle est là. Donc les bons sentiments, les gens qui nous font la morale avec des bons sentiments, ce sont des gens irresponsables qui préparent des crimes. C'est ça qu'il faut dire à ces gens-là. Moi, je croise des gens qui font rentrer des migrants ou des choses comme ça. Je vous dis, vous préparez des crimes. Vos beaux sentiments, c'est bien gentil, mais c'est pas le réel. Le réel, c'est pas ça. Donc, arrêtez, parce que nous, on en a marre on va supporter tous vos délires. Hein. Le réel, il faut un petit peu atterrir à mettre les pieds sur terre. Et prépare des crimes, en particulier à l'encontre des femmes. Parce que si on reprend ce qui s'était passé en Allemagne, à Sarrebourg, là où il y a eu 1 millier de viols, à Noël, c'est Sarrebourg ou Stuttgart. 1 millier de viols la nuit de Noël, 1 millier de viols. Les migrants s'étaient organisés, s'étaient donné le mot pour faire ça dans la rue. Ils sont où les bons sentiments là? Il faut peut-être un petit peu réfléchir aux conséquences de ces actes. Le multiculturalisme, ça n'existe pas. Donc les idéologues, les associations, etc. Arrêtez de faire la morale. C'est à notre tour de vous faire la morale parce que vous êtes dans l'erreur et dans le faux. C'est un fait historique.
Et le seul moyen d'en sortir, parce que justement, ce qu'il faut faire, c'est faire un creuset, où tout le monde, justement, puisse se rassembler dans un espoir commun, et construire la République de demain ensemble. Tous ceux qui étaient là, qui sont indigènes depuis des années, ou ceux qui sont arrivés plus récemment. Eh bien, ce creuset, c'est dépasser justement ça, c'est de refaire un creuset, de refaire nation, de refaire peuple, qui ne sera pas le peuple d'hier, c'est pour ça que ça n'a rien à voir avec du réactionnaire, mais rien à voir. Le mec qui a dit ça, il n'a rien compris. C'est au contraire donner un avenir et un creuset, mais un creuset assimilationniste, qui va prendre des différentes cultures évidemment, mais qui sera un creuset français. C'est la seule voie. C'est la seule voie de l'espoir. C'est un vrai espoir pour le coup. Alors, idéologues, associations, etc., réfléchissez. Ah, alors, il y a aussi, regardez, moi j'ai mis cette pancarte, c'était dans les manifestations. Être universel dans ce monde, c'est forcément être blanc. C'est horrible de dire ça, vous vous rendez compte? C'est horrible. Être universel dans ce monde, c'est forcément être blanc. C'est raciste. C'est désespérant. C'est clivant. C'est s'enfermer parce qu'on se refuse d'être universel. C'est consternant. C'est consternant. Heureusement, il y a marqué « éduquez-vous ». Mais bon. Donc tous ces courants indigénistes, racialistes, racistes, communautaristes, tout ça, ça vient aussi de l'américanisation, parce que l'affaire George Floyd, par exemple, nous n'avons absolument pas la même histoire que les Américains sur le coup. Quel rapport entre nous et l'affaire George Floyd? On n'a rien à... on fait avec l'affaire Traoré, par exemple. Ça n'a aucun rapport, mais vraiment aucun. C'est quand même... On n'a pas la même histoire du tout. Du tout, du tout, du tout. Enfin bon, je vous invite justement, éduquez-vous, là pour le coup, je pense que c'est sans doute le meilleur mot d'ordre. Vous voyez par exemple où venaient les musiciens de jazz américains quand ils subissaient justement l'apartheid en Amérique, où est-ce qu'ils venaient chanter, etc. Et faire jouer de la musique. Paris, deuxième capitale du jazz. Ce qu'il faut faire attention et bien comprendre, c'est que on confond souvent multiculturel et multiethnique. Multiculturel, c'est des cultures différentes. C'est faire cohabiter des cultures ensemble, c'est le multiculturalisme. C'est très difficile. Ça se finit plus ou moins, il y a des tensions, etc. Donc à partir de là, ça peut pas marcher, ça ne marche pas. Ça ne veut pas dire multiethnique. Multiethnique, vous pouvez avoir un multiethnicisme avec un brassage au fil des générations qui va faire que ça peut très bien, ça se passe très bien. Hein, je pense que la Réunion en est un exemple, par exemple, hein, le département de la Réunion. C'est un exemple où il y a différentes ethnies, ou même la France, aujourd'hui, il y a différentes ethnies, et depuis longtemps. Hein. Et donc, c'est un modèle qui fonctionne. Mais parce que l'ethnie, c'est jamais que son enveloppe, quelque part. Que la culture, c'est tout à fait différent. C'est quelque chose qui vous imprègne profondément. Et qui, dans la vie quotidienne, a un impact interrelationnel. Voilà. Donc ça, c'est un premier aperçu sur le multiculturalisme qui n'existe pas. Et qu'il faut arrêter cette dégénérescence. Hein. Là, il y a eu quelqu'un qui a posté justement sur le groupe qu'il y a une pétition pour construire, donner des noms de rues à de grands personnages noirs. Hein, peut-être Aimé Césaire, Toussaint Louverture, etc. Et construisons des statues plutôt que d'en détruire. Construisons-en de nouvelles, aux belles personnes, justement, qui ont peut-être été un peu trop oubliées jusqu'ici, et qu'il faudrait remettre en avant. Hein. Aimé Césaire, je dirais c'est l'exemple typique. Quoi. Voilà. Construisons des statues plutôt que d'en détruire. Baptisons des rues
plutôt que de détruire l'histoire. L'histoire, elle est ce qu'elle est. Elle est ni, sans mauvais jeu de mots, elle est ni noire, ni toute blanche. Elle est ce qu'elle est, vous ne la referez pas. Le passé, vous ne le referez pas. Il est ce qu'il est, le passé. Ce qu'il faut regarder, c'est devant. C'est la seule chose qui compte. Bon, on va finir par un hommage à des victimes des barbaries. Donc, Wilma Anderson, 17 ans, disparue il y a 9 mois. La tête découpée de Wilma a été retrouvée dans une valise à l'appartement de son ex-petit ami, migrant kurde Tisko Ahmed Sabaz. Ce dernier vient d'être condamné pour ce crime par la justice suédoise. Autre hommage, là cette fois-ci c'est un hommage collectif, puisqu'il y a une surmortalité des gens pauvres en mars-avril, en particulier en France, des personnes qui sont nées à l'étranger et vivant dans un milieu urbain périphérique. C'est l'impact du Covid-19. En fait, c'est les gens qui vont vivre dans la promiscuité, dans les transports en commun, etc. Et donc, il y a une surmortalité. Hein. Bah, c'est ce qui a été dit dans des journaux télévisés, où la gare du Nord, en fait, les gens étaient les uns sur les autres. Qui est-ce qui prend le train à la gare du Nord? C'est pas les riches, hein. C'est pas les gens les plus aisés qui sont là et qui s'entassent sur les quais du RER. Ce sont les gens les plus modestes, les plus pauvres. Et donc là, il y a une mortalité. On arrive à le mesurer malgré tout, parce que c'est indirect, puisque les mesures... alors là, je ne sais pas comment... C'est l'INSEE qui a fait ces mesures. Et donc, il a été montré que la mortalité des personnes d'origine africaine, donc, est presque multipliée par 5. Par 5. C'est gigantesque. En Seine-Saint-Denis, dans le 93, donc entre 2019 et 2020. C'est-à-dire ce sont les personnes originaires d'Afrique, qui sont souvent des gens pauvres, qui vivent dans la promiscuité, et justement, qui sont tués par 5. Et, pour votre gouvernement, par d'autres canaux, j'ai vu que la situation est similaire aux USA et en Angleterre. Donc il y a 5 fois plus de morts dans ces gens pauvres. Donc, qui sont souvent des gens qui viennent d'Afrique, justement. Voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, Chronique des Barbaries, mercredi de l'espoir du 22 juillet. Il n'y aura pas de mercredi de l'espoir la semaine prochaine, puisque on fait avec d'autres amis je suis en vacances, je veux dire. Hein. Donc, je vous invite à passer à l'initiative, à vous inscrire sur le site, évidemment. Et puis, rejoindre donc une perspective de la 6ème République pendant qu'il est encore temps. Il faut que nous soyons forts et nombreux. À la semaine prochaine. Au revoir.